Nous sommes vendredi 20 janvier 2023. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue à vous dans cette édition d'information au sommaire. Levé du mot d'ordre de grève illimitée des transporteurs ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de négociation. Le collectif des syndicats du transport pose ainsi ces conditions. Restitution des résultats de l'étude de l'RTP sur l'exposition électromagnétique. Les RNI constituent un risque pour la santé en cas d'exposition accrue. À suivre dans ce journal. Enfin, question sécuritaire. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a présidé la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022-2023. Une occasion pour le patron des armées de revenir sur l'enjeu géostratégique de la sécurité. Les pages internationales et sportives viendront ensuite clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Le collectif des syndicats du transport routier du Sénégal a posé ses conditions pour la levée du mot d'ordre de grève illimitée déclenché mardi dernier à minuit. Et parmi ces conditions, Gora Kouma et ses camarades invitent l'État à satisfaire leurs demandes. À la négociation, si nous sommes tombés d'accord, là le mot d'ordre sera levé. Si nous ne sommes pas d'accord, elle sera toujours maintenue. Mais la grève, elle est maintenue. On attend la suite de la négociation. On ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de négociation. Le ministre nous a convoqués, on sait très bien qu'il nous a convoqués pour des négociations. Mais à part ce moment de ces négociations, c'est là-bas qu'on va tirer les conclusions. Ce que nous acceptons ou bien ce que nous n'acceptons pas. Mais je suis mandaté pour dire le ministre, oui, nous sommes preneurs pour répondre. Mais l'heure est très juste qu'il y a des camarades dans tous les secteurs qui doivent participer à cette négociation. Et ils sont loin. On les convoque de venir concerter avant de répondre à l'autorité, pour ne pas nous diviser. Je maintiens ce que je dis. Je dis, je ne peux pas évoluer pour l'instant. Nous ne sommes pas encore en phase de négociation. On ne sait pas si la grève va terminer aujourd'hui ou bien 2020. Si on termine la grève, c'est à partir de ce moment qu'on pourra faire une évaluation. Mais on ne peut pas évaluer en cours. Ça, je vous dis clair. Ça vous dit clair. Nous sommes en mouvement, on ne peut pas évaluer. C'est après le mouvement que vous pouvez évaluer. Pour mieux accompagner les collectivités territoriales, le gouvernement s'engage à porter la subvention à 141 milliards de francs CFA. C'est le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, qui a fait l'annonce ce jeudi lors du bureau de l'Association des maires du Sénégal. Cette subvention va permettre, selon le ministre à l'Association des maires, de renforcer son accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la décentralisation. Je vous le disais dans le sommaire, l'autorité de régulation des télécommunications et postes en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de la Communication ont procédé ce jeudi à la restitution des résultats sur l'exposition électromagnétique des rayons non ioniques. Et d'après les résultats, nous sommes tous exposés au rayonnement dans notre vie quotidienne. Les rayons non ioniques sont des énergies qui se déplacent d'un point à un autre sous une forme que l'on peut décrire comme des ondes ou des particules. Elles comprennent la lumière visible, l'infrarouge, les rayons ultraviolets, les micro-ondes, les ondes radio des appareils sans fil. Cependant, lorsqu'ils sont exposés à des doses élevées, les rayons non ionisants peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Nous avions eu à le constater lors des CRD que nous avions fait sur une partie du territoire. Partout où nous avions été, les populations s'inquiétaient de l'exposition potentielle, de l'exposition accrue, en tout cas, qu'elle faisait par rapport au rayonnement non ionisant, par rapport au rayonnement électromagnétique. Et cette inquiétude est croissante avec le développement fulgurant des technologies, avec les objets connectés, avec l'avènement de la 5G. À ce jour, il n'existe pas encore d'études prouvant la dangerosité des rayons non ionisants, mais les travaux du laboratoire nous invitent à rester prudents sur le temps passé à proximité des appareils qui en émettent. Les champs électromagnétiques dans la gamme des rayonnements non ionisants sont partout présents dans notre environnement. Ils sont soit d'origine naturelle, soit artificielle, comme les champs créés par les équipements radioélectriques de communication, à savoir les téléphones portables, les antennes relais, les téléviseurs, les ordinateurs, entre autres. Si aujourd'hui les effets sanitaires à court terme des ondes de radiofréquence sont bien connus,
ce qui a permis d'établir des valeurs limites d'exposition afin de s'en protéger. Des recherches continuent d'être menées sur les effets à long terme afin de lever les incertitudes. L'autorité de régulation des télécommunications s'est donc intéressée à l'inquiétude des populations. Dans ce cadre, l'ARTP s'est doté d'outils à la hauteur, en tout cas, du développement technologique. D'outils indoor avec Madame le secrétaire général du ministère de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes exposés dans tous les plans au rayonnement électromagnétique. En interne avec les téléphones, les télécommandes, les modems, en externe avec les téléphones toujours, avec les antennes. Et l'ARTP s'est doté d'outils pour en tout cas répondre à l'ensemble de ces contraintes, l'ensemble de ces expositions. À retenir que les études sur l'exposition électromagnétique ont été effectuées dans les 46 départements du pays pendant 12 semaines et selon les normes internationales édictées. Et puis quelques heures après la conférence de presse animée par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qui brandit toujours les arguments du complot contre sa personne dans le dossier intitulé Suite Bouti, l'avocat de la plaignante, Maître El Hadji Diouf, a tenu à apporter des rubriques également lors d'un point de presse jeudi. L'avocat nie en bloc la thèse du complot civil. Est-ce que Macky Sall a donné l'ordre à des gendarmes d'aller chez Sonko pendant le couvre-feu pour l'enlever, l'amener, demander à Adji Sarr de rester dans les locaux de Sweet Beauté et d'organiser quelque chose pour ensuite amener Adji Sarr au CTO, ensuite demander le prélèvement, ensuite demander le test ADN. Sonko a été manu militari, menotté, enlevé, séquestré et envoyé à Sweet Beauté. Ça aurait été un couple. Sonko s'est levé en plein couvre-feu. Il viole le couvre-feu. Il dit qu'il est malade, qu'il ne pouvait plus rester à la maison. Il fallait qu'il se soigne. Il va voir qui pour le soigner? Qui? Je vous laisse répondre. Est-ce que la personne qui l'a soigné avait les qualités, les compétences, le savoir pour soigner ce grand malade qui ne pouvait plus rester à la maison jusqu'à violer le couvre-feu? Donc soyez intelligents, Sénégalais. Ce Ousmane Sonko-là, Ousmane Sonko veut vous tromper. Il n'y a aucun complot, aucun. C'est lui-même qui disait, et il avait dit, il a été rattrapé par ces phrases. En bref et en image, le nom du magistrat à la chambre criminelle en charge de l'affaire Suite Bouti est dévoilé. Il s'agit de Ahmed Si, juge à la 3e chambre correctionnelle du tribunal hors classe de Dakar. Il sera assisté de 2 assesseurs dont les noms ne sont pas dévoilés. Ousmane Sonko va répondre à des accusations de viol et menaces de mort contre la personne d'Adji Sarr. Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire de l'Institut Suite Beauté, quant à elle, est poursuivie pour atteinte aux bonnes mœurs. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité a tenu ce jeudi sa rentrée académique des auditeurs. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, venu présider la cérémonie, a insisté sur l'enjeu géostratégique que constitue la sécurité. Et Aminata Khouma, membre de la communauté CHEDS, consciente de ce qui les attend, se dit prête à relever le défi. Nous les écoutons. Nous avons présidé la cérémonie de rentrée académique qui doit consacrer, en ce qui concerne les auditeurs de la promotion 2022-2023, une formation qui leur permettra d'avoir le diplôme que la promotion 2020-2022 a pu obtenir avec brio. Le CHEPS est un cadre de capacitation, non seulement
qui permet à la fois de mettre les civils et les militaires pour une formation pointue dans le domaine de la sécurité, domaine qui est devenu un enjeu géostratégique très important. Nous avons à présent des défis importants à relever au niveau professionnel dans le domaine de la sécurité et nous sommes prêts, comme bien évidemment des soldats sur le théâtre des opérations. Nous n'avons pas cette prétention, mais quand même nous sommes prêts comme des soldats sur le théâtre des opérations à faire face sur le plan stratégique à toute situation susceptible de perturber la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures d'importance vitale dans nos domaines d'intervention respectifs. Avec les nouvelles perspectives qui s'affichent pour nous en matière de sécurité, nous pouvons dès lors vous assurer de notre volonté et de notre engagement à conduire ou à contribuer à des réflexions stratégiques de haut niveau sur les questions de défense et de sécurité. Le livre de Cheikh Yérim Seck intitulé Macky Sall face à l'histoire continue d'alimenter la polémique dans le pays. L'auteur est visé par plusieurs plaintes après celle de Seydina Oumar Touré. Il annonce une citation directe du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Cheikh Yérim Seck est également ciblé par une plainte de l'ancien directeur général de la société d'aviation Handling Service, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. Ce dernier a déposé sa plainte auprès du commissaire de la division des investigations criminelles pour diffamation publique et diffusion de fausses informations. À présent, place à l'actualité internationale et violence du 20 octobre au Tchad. 3 mois après, pouvoir et opposition se renvoient la responsabilité. Et puis Soudan du Sud, la capitale Juba se prépare activement à recevoir le pape François. Enfin, sans État palestinien, l'Arabie Saoudite refusera de normaliser ses relations avec l'État hébreu. Au Tchad, il y a 3 mois, le 20 octobre dernier, une manifestation de l'opposition interdite par les autorités était violemment reprimée. Le soir même, le pouvoir de transition autorité annonçait un bilan de 50 morts et près de 300 blessés. Le principal opposant, Subsers Masra, qui était en exil depuis, évoquait un bilan beaucoup plus important, près de 200 morts depuis, alors que différentes commissions d'enquête internationales et locales sont en cours. Le pouvoir et l'opposition se renvoient la responsabilité des événements. Et puis au Soudan du Sud, les préparatifs s'accélèrent pour recevoir le pape François. Il sera en visite dans le pays du 3 au 5 février prochain dans la foulée de celle à République démocratique du Congo. Une occasion pour les représentants des églises du Soudan du Sud de prêcher la paix et la réconciliation alors que le pays reste en proie aux violences. Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile en 2013 et malgré la signature d'un accord de paix en 2018, les tensions continuent et les retards pris sur le calendrier de l'accord de paix s'accumulent. Enfin, l'Arabie Saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, a déclaré ce vendredi 20 janvier le ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe sur fond d'appel au pied de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Conseil américain à la sécurité nationale Jack Sullivan ont discuté jeudi de la possibilité, en faisant allusion à l'Arabie Saoudite, d'élargir les accords d'Abraham, lesquels ont officialiser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État, a déclaré Faisal Ben Farhan, chef de la diplomatie saoudienne. Place à la page sportive et tournoi fois dames pour démarrer. Les Lions du Sénégal débutent face à la Guinée. Sorti sur blessure le week-end dernier, Iliman Ndiaye est apte à jouer demain avec son club de Sheffield United. Enfin, Première Ligue, sans Pape Matar Sarr, les Spurs de Tottenham ont été renversés par les Citizens ce jeudi. L'équipe nationale féminine du Sénégal engagée au tournoi journal Dames Senior qui aura lieu au Cap-Vert connaît ses adversaires en phase de poule. Elle affrontera d'entrée la Guinée. L'Union des fédérations ouest-africaines de football a procédé à quelques jours du coup d'envoi de l'édition 2023 du tournoi des Dames Senior de l'IFOA de la zone A, prévu du 20 au 30 janvier 2023 au Cap-Vert. Au tirage au sort sur 9 pays attendus, seulement 7 ont répondu à l'appel et répartis en 2 groupes, le Mali et le Libéria, déclaré
déclare forfait pour le tournoi. À l'issue du tirage au sort, la sélection de Mamoussa Cissé, quart de finaliste à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, se retrouve dans le groupe B en compagnie de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. Elle fera son entrée à Nice samedi 21 janvier face aux joueuses du Sili national au stade Marcelo Leitao à partir de 15h GMT. Et puis l'attaquant international sénégalais Iliman Ndiaye va mieux et sera à jouer demain. Forme son club qui faisait le point du groupe avant la réception de Hull City, alors qu'il inscrivait son 10e but de la saison le week-end passé lors de la victoire face à Stoke City 3-1. Iliman Ndiaye n'avait pas terminé le match après seulement 71 minutes de jeu. Il sortait sur blessure. L'international sénégalais a boité lors de la victoire à domicile de samedi contre Stoke City. Il a été vu avec son genou fortement attaché après le match et après avoir été remplacé dans le match par Daniel Jebison. C'est juste une petite frayeur, a fait savoir le club, qui informe que Ndiaye s'est entraîné mercredi et est disponible pour la rencontre de la 28e journée du Championship. Enfin, pour le match de la 7e journée en retard de la Première Ligue ce jeudi, Pape Matar Sarr et les Spurs sont cités face à Manchester City 4-2. À l'Etihad Stadium, Tottenham a enchaîné un second revers d'affilée après avoir perdu à domicile dimanche dernier contre les Gunners d'Arsenal. Si les Spurs de Pape Matar Sarr avaient débuté la rencontre ce soir, le milieu de terrain sénégalais n'a pas joué, observant donc depuis le banc de tous Manchester City faire le spectacle. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, les meilleurs.